CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. On se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Alors, ce soir, en première partie d'émission, je suis très heureuse de recevoir Rudi Reichstadt, que l'on connaît bien au sein du CRIF Marseille-Provence, que l'on a eu à plusieurs fois l'occasion d'écouter et puis aussi de découvrir et de faire venir sur Marseille. Et là, on retrouve Rudi avec un nouveau livre, Au cœur du complot, aux éditions Grasset. Rudi Reichstadt, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors vous êtes politologue, vous êtes fondateur du site Conspiracy Watch. On vous doit notamment un autre opus, L'opium des imbéciles, toujours chez Grasset. Comme je le disais en début, on vous retrouve avec votre dernier livre, Au cœur du complot, toujours aux éditions Grasset. Alors vous animez le podcast Complorama sur France Info, on le sait tous, depuis plus de 15 ans, sans relâche. Vous combattez au sein de votre site les théories complotistes, vous en êtes victime vous-même et dans votre dernier ouvrage, vous racontez les menaces, intimidations, dénigrements et les messages d'insultes à caractère antisémite et autres que vous recevez tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors, les menaces, elles sont arrivées très très vite après la création de votre site. Si je ne m'abuse, c'était en 2007, la création de Conspiracy Watch. Oui, c'est ça, c'est 2007, et puis les accusations complotistes arrivent quelques mois plus tard seulement, c'est-à-dire que en fait c'est une matière très particulière, la théorie du complot, puisque les critiquer vous fait immédiatement soupçonner de faire partie du complot vous-même, ou d'être complice du complot qui est dénoncé, si vous voulez, parce que les complotistes se disent, si nous dénonçons un complot et qu'on est critiqué pour ça, c'est donc que ceux qui nous critiquent sont eux-mêmes des complices du complot. Voilà, c'est un syllogisme assez impitoyable, implacable. Donc ça, c'est arrivé très vite. Les menaces, si vous voulez, c'est arrivé un peu plus tard, en 2010, mais donc quand même il y a 13 ans maintenant, et puis ça a continué avec plus ou moins de gravité. Là, c'était vraiment une menace de mort, en 2010, et les menaces de mort aujourd'hui, en tout cas les intimidations du type on vous jugera et on vous pendra, ou alors on vous passera au peloton d'exécution, à la guillotine. Ça, ce sont des choses qui sont devenues maintenant très régulières, pour pas dire presque quotidiennes. Alors, Rudi Reichstadt, le livre ne fait que 95 pages. Donc, j'imagine que c'est une sélection des insultes et des menaces que vous avez faites. Parce que, création en 2007, les premières menaces qui arrivent en 2010, on est quand même en 2023. Alors, je vous arrête, Karine, parce qu'il ne faut pas donner l'impression aux auditeurs que c'est un livre qui serait une sorte de compilation. Non, pas du tout. Catalogue des menaces et des insultes. C'est pas du tout ça. Ouais. L'idée, j'en cite quelques-unes, pour donner à voir concrètement ce que ça signifie. L'idée était de partir de mon cas personnel pour, si vous voulez, tirer des enseignements sur ce qu'est aujourd'hui le complotisme à l'ère numérique, mais aussi ce qui l'accompagne, c'est-à-dire la calomnie et le harcèlement à l'ère numérique. Et cela, on peut tous aujourd'hui potentiellement y être confrontés lorsque simplement on a un propos engagé sur les réseaux sociaux. Je parle du cas des journalistes, mais il y a des élus aujourd'hui qui sont menacés, il y a des médecins, des soignants qui, pour avoir pris des positions favorables à la vaccination, sont menacés de mort également. Oui, on l'a bien vu pendant le Covid, Rudi. Ça, ne serait-ce que pour aller vacciner les gens, c'était un peu compliqué. C'est ça, et c'est aussi à eux que je pensais en écrivant ce livre, parce qu'ils traversent une expérience qui est assez comparable à la mienne et à celle de tous ceux qui luttent contre aujourd'hui la désinformation, le complotisme, la propagande, sachant que c'est les propagandes qui parfois ont des moyens étatiques derrière elles, et je parle de régimes autoritaires, très clairement, un pays comme la Russie ou la Chine, surtout la Russie, qui se lancent dans des opérations de manipulation de l'information de ce type. Alors justement, Rudi, je le disais, donc votre métier,
c'est de dénoncer, de démonter le complotisme. Et vous le disiez dans ce livre, vous êtes visé par ce complotisme, j'oserais dire par des théories complotistes en réalité, même à votre égard. Je prends juste un exemple, quand on vous accuse d'être la 5e colonne du judaïsme politique, et je cite, et on ne vous oubliera pas la libération. Mais c'est complètement fou, c'est pervers ce détournement. Comment on arrive... Je ne sais pas si on arrive au bout d'un moment à retranscrire la réalité, à faire comprendre aux gens des choses simples, normales et évidentes. Oui, mais je crois qu'on y arrive par le sérieux et la rigueur de notre travail. Je pense que la plupart des gens qui nous suivent, qui nous encouragent aussi, qui nous envoient régulièrement des messages de soutien, j'en recevais encore un ce matin, y compris par la poste, il faut pas imaginer que tout le monde se laisse influencer par cette propagande. On parle là quand même de gens qui sont très actifs sur les réseaux, qui sont très bruyants sur les réseaux, et qui, parce qu'ils sont très visibles et très bruyants, ont eux-mêmes l'impression d'être majoritaires ou en passe de le devenir, ce qui leur donne d'ailleurs un surcroît de confiance en eux et qui contribue à désinhiber leurs paroles, d'où la virulence et la violence de cette parole à laquelle on est confronté. Mais je pense que la grande majorité des gens, ils ont autre chose à faire d'abord de leur vie que d'être toute la journée sur les réseaux sociaux. Ils ont autre chose à faire de leur vie que d'accuser les uns ou les autres, ou de les diffamer ou de les harceler. Vous voyez, donc il faut pas non plus désespérer. La plupart des gens de bonne volonté, si vous voulez, sont quand même pas perméables à ces choses-là. Ils peuvent être séduits ponctuellement, éventuellement, par des théories du complot. Ils peuvent être influencés, oui, par, vous savez, l'idée de la fumée sans feu, avec l'idée que si on calomnie quelqu'un de manière répétée et sur une très longue durée, c'est donc bien qu'il doit y avoir quelque chose de vrai au départ. Et donc on se laisse tous intimider assez naturellement par ça. Or, il y a des cas, et l'histoire l'a montré à nombreuses reprises, où il y a de la fumée sans feu, si vous voulez, où la fumée, elle est entretenue complètement artificiellement dans le cadre de campagnes qui visent à vous détruire, qui visent à vous détruire personnellement. On parle de gens qui voudraient, je dis, peut-être les mots vont paraître un peu choquants, mais qui voudraient vraiment nous voir morts, quoi. Des gens qui diffusent des informations d'ordre privé, qui peuvent vous mettre en danger, qui peuvent circuler chez des esprits un peu faibles ou en tout cas déséquilibrés, de gens qui voudraient, je sais pas, vous nuire à vous, à votre famille, etc. Moi, c'est le nom de ma compagne, par exemple, qui a été jetée en pâture sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a des vidéos avec sa photo, son nom, etc., qui sont lancées comme ça, et avec l'idée qu'elle participerait de l'entreprise absolument diabolique dans laquelle moi je serai engagé, parce que par ailleurs on fait de vous, si vous voulez, le portrait de quelqu'un non seulement d'infréquentable, mais de maléfique, de diabolique. On vous démonise, quoi. Voilà. Et ça, il me semblait qu'il fallait le raconter de l'intérieur, subjectivement, comment on apprenait des choses sur le complotisme de manière intime, et puis donner quelques clés de comment réagir lorsqu'on est confronté à ça, à ceux qui pourraient l'être à l'avenir. Justement, Rudy, dans ces mécanismes de complotisme, d'insultes, de menaces, est-ce qu'il y a un mécanisme, une procédure qui met toujours où on peut repérer, etc. Est-ce qu'il y a une procédure, entre guillemets, je dirais, qui est suivie pour atteindre son but quand on est complotiste? Non, c'est pas une... C'est complètement irrationnel. J'arrive pas à employer le bon terme. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve en tout cas des techniques de manière assez régulière. Alors ces techniques, c'est le mélange du vrai et du faux, par exemple, du vrai et de l'invérifiable, ou de choses qui sont complètement fantaisistes, et d'autant plus fantaisistes et toxiques qu'elles sont suffisamment prosaïques pour être crédibles. Je vous donne un exemple. Moi, on m'accuse aussi bien parfois de travailler pour la CIA ou le Mossad ou George Soros que... C'est pas par hasard, ça, excusez-moi, Rudy. C'est pas par hasard, on est bien d'accord. Non, mais on voit bien que derrière, il y a des discours idéologiques, parfois à caractère antisémite, c'est évident. C'est pas vrai, par ailleurs, mais bon. Mais on me dit ça. Et puis, on dit aussi, mais vous êtes corrompu, vous avez touché 20 000 euros du modem, ou alors vous avez volé l'argent des Français, vous avez empoché une grosse somme d'argent, etc.
sauf que c'est faux aussi. Et ça semble moins, si vous voulez, fantastique d'être corrompu par un parti politique centriste comme le MoDem. Donc on peut se dire, ah oui, a priori, quand on n'y connaît rien, de loin, de l'extérieur, on se dit, ah oui, finalement, ça peut être vrai, mais sauf que c'est faux. Et donc, ce que je voulais montrer aussi, c'est que ces théories du complot, bien qu'elles soient toujours ancrées dans le réel, dans le sens où elles vous prennent pour cible, vous, et que vous existez réellement, par ailleurs, eh bien, elles n'ont pas forcément un noyau de vérité. Moi, je suis bien placé pour savoir que les accusations qui me visent, celles dont je parle dans le livre, elles n'ont pas un seul atome de vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, voilà. Et c'était aussi cela que je voulais montrer, parce que je trouve que ça renseigne aussi sur ce qu'a été la calomnie par le passé. Vous savez, je raconte l'histoire de Roger Salengro, qui était le ministre de l'Intérieur du gouvernement Front Populaire, qui au terme d'une campagne qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré que 4 mois, mais d'une campagne d'une virulence extrême de la part de la presse extrême droite à l'époque, on est en 1936, finit par se suicider. Parce qu'il est en surmenage, parce qu'il est à bout, parce qu'il peut plus supporter d'être toute la journée et tous les jours pris pour cible et diffamé comme un traître à la patrie en l'occurrence. Alors que il s'est plutôt comporté comme un héros, Salengro en l'occurrence. Donc voilà, je trouve que cette expérience très située, très subjective, elle renseigne aussi sur des pages de l'histoire, et notre histoire relativement récente. Bah justement, j'allais y venir, vous m'avez un petit peu devancé quand vous avez parlé de Roger Salengro, puisque vous parlez dans votre livre aussi de ces grandes figures, vous parlez pas que de lui, vous parlez aussi de Léon Blum, on peut parler aussi de Pierre Mendès France. Finalement, le complotisme, c'est vieux, ça a toujours existé. Alors c'est peut-être par les nouvelles technologies que les informations vont beaucoup plus vite, que les menaces aussi sont plus violentes et arrivent plus directement. Mais c'est vrai que c'est pas un phénomène nouveau. Non, c'est pas un phénomène nouveau, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Simplement, les nouvelles technologies et ce triptyque haut débit, smartphone, réseaux sociaux, les amplifient considérablement, accélèrent tout cela considérablement, et avec des effets qu'on est en train de ressentir déjà. Le harcèlement scolaire tue aujourd'hui. Vous avez des ados qui ne supportent pas la pression des réseaux sociaux et qui commettent l'irréparable pour cela. Je pense que demain, ça peut être des intellectuels, des élus, des journalistes, des médecins qui en arrivent à commettre l'irréparable parce que, précisément, ils sont poussés à bout toute la journée par des campagnes de diffamation, de harcèlement sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on a là des gens, alors si vous voulez, une meute qui agit un peu comme des hooligans de la désinformation, quoi, et puis des meneurs, des têtes d'affiche, des influenceurs complotistes, des mercenaires de la désinformation qui en font vraiment un business et qui, eux, sont sans aucun état d'âme. Vous désignent pour cible, vous mettent sur une liste, qui font des listes, on parle de gens qui dressent des listes de suspects quand même, et ils lancent la meute contre vous, et il faut imaginer que c'est torrentiel, c'est des centaines et des centaines de personnes. Rudy, si on se plonge sur le complotiste, on peut pas croire que c'est simplement des personnes qui croient aux absurdités qu'elles peuvent sortir, etc. Il y a quand même une dynamique derrière. Les menaces dont vous êtes visés, il y a un bon fond d'antisémitisme qui est derrière. Il y a quand même une rhétorique. Il y a pas. Est-ce que c'est finalement les complotistes croient à ce qu'ils disent ou alors ont un but bien ancré dans la tête pour arriver à quelque chose d'assez nauséabond? Bon, vous savez, je pense qu'il n'y a pas de réponse simple et univoque à cette question. J'imagine. Il y a plusieurs manières d'entrer en complotisme. Il y a plusieurs types de motivations différents, pas forcément exclusifs d'ailleurs les uns de l'autre, les uns des autres, c'est-à-dire le motif politico-idéologique, le motif pécuniaire, financier, économique, et puis le motif psychologique, voire psychiatrique pour certains, qui règlent vraiment des choses avec eux-mêmes, une frustration, un ressentiment, etc. Ce que je dis, moi, et ce qu'on est un certain nombre à dire, de toute façon, depuis quelque temps, c'est que le discours complotiste, qui est fondamentalement un discours d'accusation et de condamnation morale, c'est l'habillage d'un ressentiment, d'une rancune, voire d'une haine et d'une hostilité qui est première. Vous savez, Claude Lanzmann a une phrase sur la haine, il dit « La haine préexiste à ce dont elle prétend s'originer ». C'est-à-dire que la haine, elle est première, et puis les raisons de la haine, elles viennent après.
on s'édonne après. Donc, je dis pas que c'est toujours comme ça, le complotisme, mais c'est très souvent comme ça. Et évidemment, si vous avez des gens qui ont un problème à régler avec les juifs, par exemple, évidemment, ils vont vous trouver, ils vont vous accuser de tous les complots possibles, et ils vont essayer de colorer ça avec des thèmes, des topoi, comme on dit, empruntés à l'antisémitisme, etc. Et c'est notamment ce à quoi, moi, parfois, je suis confronté. Oui, et de toute façon, il y a un lien très fort entre le complotisme et l'antisémitisme, même s'il n'est pas automatique, mais en tout cas, il y a tout un matériel prêt à l'emploi, à disposition, qui est à la fois complotiste et antisémite. Donc ça continue à marcher, ça marche très bien. Alors justement, on le voit ne serait-ce que sur la couverture du livre. Moi, j'avoue, parce qu'en plus, je vous connais, ça m'a fait mal quand j'ai lu cette phrase. On ne peut pas vous faire taire, on ne peut plus à vous tuer, alors on essaie de vous anéantir symboliquement. C'est assez dur quand même. Oui, mais c'est vraiment ça. Je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on vous fait subir vous savez, le supplice chinois de la goutte d'eau. Oui, oui. C'est-à-dire tous les jours, on vous répète la même insulte, la même diffamation, le même mensonge qui a été démonté 1000 fois par ailleurs. Mais c'est pas grave. Et puis on essaie de vous pousser à bout, on essaie de vous détruire en détruisant par exemple votre image, votre visage. On fait des montages de vous. Oui, oui, c'est ça. Vous savez, mon ami et collègue Tristan Mendès-France, oui, oui. Qui est le petit-fils de Pierre Mendès-France, dont je parle dans le livre. Il y a un mème qui a circulé sur lui. Il y a plein de mèmes. Vous savez, les mèmes sont des images comme ça virales qui sont fabriquées par les internautes sur Internet, qui circulent beaucoup. Il y en a un en particulier, il y a son visage derrière un hublot d'une porte de chambre à gaz et quelqu'un qui active la chambre à gaz, quoi. Donc il faut imaginer que c'est ce degré de violence-là. C'est des images, je vous l'ai dit tout à l'heure, de gifs animés comme ça, de guillotines, voilà. Donc il faut, si vous voulez prendre de la distance par rapport à ça, parce que c'est très radioactif. Vous arrivez, vous, à lever le curseur, Rudy? J'espère. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est pas pénible. C'est pénible. Et oui, ça, celui qui dirait que ça ne l'atteint pas jamais est un menteur. Voilà. Ou alors, il est tellement indifférent à la question de sa propre probité que ça, effectivement, ça le touche pas. Moi, ça me touche. Ça me touche, mais, si vous voulez, je n'ai pas qu'une vie en ligne. J'ai une vie à côté. J'ai une vraie vie où je fais plein d'autres choses, et voilà. Et puis j'ai le soutien de mes proches, et de mes amis, donc je n'ai pas que ça. Mais quelqu'un qui n'aurait pas tout ça, qui n'aurait pas la chance que j'ai, qui n'aurait pas la chance, notamment de pouvoir parler de son livre sur le sujet dans les médias, etc. Il pourrait en arriver, lui, par sentiment de solitude, aux dernières extrémités. Et donc, c'est aussi un livre en forme de sonnette d'alarme, quoi. Je pense que on est trop, indifférent à ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à la violence qui s'y déploie. Et cette violence, elle n'a aucun frein, parce que tout simplement, elle n'est jamais sanctionnée. C'est ce que j'allais vous demander. La plus totale impunité. J'allais vous demander si vous aviez, j'imagine que vous avez déposé plainte dans certains cas. Est-ce que ça aboutit ou pas? Mais si vous voulez, le temps judiciaire, ce n'est pas celui des réseaux sociaux. Non. Donc le temps judiciaire, c'est une plainte, c'est 2-3 ans d'instruction, de procédure avant un procès. Après le procès, c'est encore la possibilité d'un deuxième procès en appel. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas eu de procès. Et si vous voulez, en plus, en 2-3 ans, il peut se passer plein de choses. Donc, et puis par ailleurs, une procédure, ça coûte de l'argent. Et puis vous avez en plus le risque de ne pas réussir à faire condamner les gens que vous poursuivez. En quel cas, ils retourneraient cette victoire pour eux en victoire symbolique sur vous, voyez. Donc ça leur donnerait encore plus de force. Et puis par ailleurs, même quand vous gagnez, moi ça m'est arrivé récemment dans une affaire où j'ai porté plainte pour injure publique, même quand vous gagnez et que vous faites condamner la personne, eh bien à la fin des fins, vous rentrez pas dans vos frais. Vous voyez, ça vous a coûté de l'argent, de l'énergie, du temps que vous avez pris sur tout le reste. Voilà, donc ça ne va pas de soi quand on dit on a toujours la possibilité de porter plainte. Oui, c'est vrai.
Et moi, j'essaie de le faire parce que je suis républicain et que je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux, et ça ne doit surtout pas être des tribunaux, on ne doit pas les prendre pour des tribunaux, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Une procédure, c'est coûteux, ça prend du temps, et l'issue en est toujours très, très incertaine. Rudy, je vous remercie infiniment. Je rappelle votre dernier livre, Au cœur du complot. On le retrouve aux éditions Grasset. Je vous dis à très très bientôt et une bonne continuation dans votre combat sans relâche parce que vous faites œuvre d'utilité publique, en tout cas pour nous tous. Merci infiniment. Bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. On se retrouve pour cette deuxième partie de CRIF Mag en compagnie de Guillaume Alléga. Guillaume Alléga, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors Guillaume Alléga, vous êtes tout neuf, vous êtes un tout nouvel entrant au sein du CRIF Marseille-Provence, puisque vous avez été élu lors des dernières élections au comité directeur et vous avez vous endossez plutôt le rôle, qui n'est pas toujours facile, puisque c'est le plus compliqué, de trésorier au sein du CRIF Marseille-Provence. Alors on va un petit peu apprendre à vous connaître, parce que moi je vous connais pas trop et que bon, on a pu parler un petit peu en off tout à l'heure, mais bon, j'aimerais bien que les auditeurs fassent connaissance avec vous, et on va parler bien évidemment de ce que vous faites au CRIF et pourquoi vous avez décidé de vous investir dans cette noble association, alors que finalement vous n'étiez pas très 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 communautaire dans votre jeunesse. Alors, que représente déjà le CRIF pour vous ? Alors, le CRIF, c'est vrai que, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que moi je suis pas issu de la communauté, je suis pas un produit de la communauté, c'est-à-dire que j'ai pas fréquenté d'école juive, j'ai pas fréquenté les mouvements jeunesse, et c'est vrai que c'est très tardivement que j'ai découvert un petit peu les institutions juives marseillaises. Et plus particulièrement, je crois que c'était en 2018 et 2019, où mon cousin Laurent Ambram m'avait sollicité pour l'aider avec d'autres personnes à organiser Yom HaShoah à la Grande Synagogue. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai découvert le CRIF et surtout son rôle. Okay. Son rôle et ses trois grosses missions, ces grandes missions qui sont la lutte contre l'antisémitisme, qui sont le devoir de mémoire, et son soutien avec l'État d'Israël. Alors justement, qu'est-ce qui a fait finalement que vous ayez eu envie de vous investir que par le prisme du Yom HaShoah pour une première prise de contact? C'est simplement parce que votre cousin vous l'avait demandé, ou c'était vraiment le projet qui vous intéressait? Il y a une raison. Moi, j'ai mon arrière-grand-père qui a été déporté. À Drancy vers Sobibor, en Pologne. Et j'ai ma grand-mère maternelle qui a fait partie de la résistance. Et D'accord. C'est vrai que pendant toute notre jeunesse, moi, mes cousins, mes frères, on a été bercés par des histoires incroyables de ma grand-mère, qui a fait que aujourd'hui, je trouve ça important. Le devoir de mémoire, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Vous êtes de quelle origine? Je suis turco-espagnol. Ah d'accord, double peine, non je rigole. Non. Et les Turcs espagnols, il faut savoir que c'était l'une des premières communautés à arriver à Marseille. Eh oui. Avant les Algériens, les Tunisiens. Évidemment, oui, il y en a, j'en connais pas mal, il y en a pas mal qui sont investis dans la communauté de Turcs espagnols. Donc c'est ça qui. Et sinon, avant, vous aviez jamais eu envie? Non. Ou l'idée? Ça s'est pas présenté. Ça s'est pas présenté, exactement. Ça s'est pas présenté. Alors justement, vous rentrez au CRIF Marseille-Provence. C'est pas compliqué d'être dans une telle institution, de s'occuper de trésorerie en plus, parce que c'est vraiment c'est rébarbatif, la trésorerie, mais après c'est essentiel. Ça reste intéressant, je découvre aussi beaucoup de choses, un petit peu les rouages aussi de cette institution que je connaissais pas du tout, et c'est toujours très intéressant, et je le fais. D'ailleurs, je profite de cette émission pour remercier aussi Fabienne Bendayer, la présidente, qui m'a confié ce poste. Alors justement, qu'est-ce que le CRIF devrait représenter pour vous? Il représente déjà son rôle aujourd'hui au quotidien, c'est déjà très important. Le devoir de mémoire, qui ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Toutes ces missions sont très importantes aujourd'hui pour moi et pour, je pense, tous les Juifs de Marseille et de la communauté. Et vous pensez que ça doit être une voix pour la communauté dans la prise de parole, dans le chemin à mener, je dirais, parce que c'est vrai qu'on vit des temps troublés en ce moment dans beaucoup de domaines. On en reparlera tout à l'heure, mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué dans beaucoup de domaines. Est-ce que vous pensez que il est important d'être à l'unisson, que finalement le CRIF Marseille-Provence devrait être
un véritable porte-parole de la communauté. Ah, complètement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vu qu'elle représente plusieurs associations, je pense que tout le monde devrait soutenir la parole aujourd'hui du représentant ou de la représentante et d'être derrière elle, de l'appuyer. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, le CRIF, c'est aussi le lien entre la communauté et les pouvoirs publics. Donc, et les médias aussi. Je pense que c'est important aussi d'être derrière et d'être unis dans tous les moments, surtout dans les moments actuels. Derrière le CRIF. On en parlait hors antenne, Guillaume. Quel est votre sentiment? On va passer sur le drame, malheureusement, qui a eu hier, l'attentat antisémite qui a eu à Djerba, où plusieurs personnes ont perdu la vie, dont une personne qui faisait partie, qui était marseillais, donc français, marseillais, faisant partie de la communauté juive marseillaise. Quel a été votre sentiment parce que vous le croisiez? Alors moi, je le connaissais. Alors, c'était pas un ami, mais je le connaissais. On se croisait dans les synagogues. C'était une personne qui avait une belle âme et c'est toujours, c'est dramatique. C'est un papa il a mon âge, il avait 4 enfants. Oui. Enfin, je trouve ça, c'est dramatique ce qui s'est passé. Sincèrement, c'est difficile d'en parler ou de trouver les mots. Bien sûr. Aujourd'hui, la communauté est en deuil. Il y a eu des personnes qui sont mortes. Aujourd'hui, il y a des juifs, encore en 2023, qui se font tuer dans une synagogue ou à proximité d'une synagogue parce qu'ils sont juifs. Et c'est inadmissible. Le président du CRIF national, Yonatan Arfi, a employé, je trouve, un mot juste. Il a dit il faut savoir qu'en 2023, les juifs sont encore une cible. Oui, complètement. Complètement, c'est pas normal. Alors, il y en a sur les réseaux, on lit, il ne faut plus aller dans certains pays. Non, on doit pouvoir aller aujourd'hui dans n'importe quel pays en toute liberté et sans crainte. C'est pas normal qu'aujourd'hui encore on tue des juifs parce qu'ils sont juifs. C'est de l'antisémitisme et c'est scandaleux. Voilà. Guillaume Alléga, je vous remercie infiniment. Merci alors, beaucoup, on se retrouvera bien évidemment sur Avec cette plaisir. antenne en fonction de l'actualité du CRIF Marseille-Provence. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous.